Les mains tremblantes de Claire abandonnèrent son bébé sous un chêne glacial, les voix de sa psychose lui hurlant que C était sa seule chance de survie. 3 jours plus tard, elle découvrit l'impensable. Une jument sauvage avait défié la nature même pour maintenir en vie l'enfant que sa propre mère avait condamné. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le village de Saint-Martin-sur-Loire éveillait doucement sous les premiers rayons du soleil printanier. Niché entre la forêt dense de Brocéliande et la rivière sinueuse qui lui donnait son nom, ce hameau de 300 âmes vivait au rythme des saisons, loin de l'agitation des grandes villes. Les maisons en pierre calcaire, certaines vieilles de plusieurs siècles, s'alignaient le long de ruelles étroites où le temps semblait s'être arrêté. Dans l'une de ces maisons, la plus modeste de la rue des Cerisiers, Claire Dumont berçait son petit Mathieu, âgé de 6 mois. La jeune femme de 23 ans, aux longs cheveux châtains et aux yeux d'un bleu profond, chantonnait doucement une berceuse que sa propre mère lui avait apprise. Mais derrière cette image de tendresse maternelle se cachait une ombre grandissante que personne dans le village ne soupçonnait encore. « Dors, mon petit ange », murmura Claire, ses doigts tremblants caressant le visage poupin de son fils. « Maman est là. Maman sera toujours là. » Depuis quelques semaines, Claire luttait contre des pensées intrusives qui l'assaillaient sans prévenir. Des voix, parfois, lui chuchotaient que son enfant était en danger. D'autres fois, elles lui suggéraient qu'elle-même était la menace. Le docteur Laurent, médecin du village depuis 30 ans, avait remarqué son teint pâle et ses cernes violacées lors de la dernière visite de routine de Mathieu, mais Claire avait balayé ses inquiétudes d'un sourire forcé. Juste la fatigue normale d'une jeune maman, avait-elle assuré, serrant Mathieu un peu trop fort contre sa poitrine. La maison que Claire habitait lui avait été léguée par sa grand-mère, Elisabeth. Depuis le départ du père de Mathieu, un musicien itinérant qui avait préféré poursuivre sa carrière plutôt que d'assumer ses responsabilités paternelles, la jeune femme vivait seule avec son fils, refusant poliment mais fermement l'aide proposée par les voisins bienveillants. Ce matin-là, en regardant par la fenêtre, Claire aperçut Madame Moreau, la boulangère, qui s'approchait de sa porte avec ce qui semblait être une tarte aux pommes fraîchement sortie du four. Claire éloigna vivement de la fenêtre, le cœur battant. Les voix dans sa tête s'intensifièrent. « Elle vient prendre ton bébé », lui soufflait-elle. « Ils savent tous que tu n'es pas une bonne mère. Ils veulent te l'enlever. » Quand Madame Moreau frappa à la porte, Claire ne répondit pas, blottie dans un coin de la cuisine, Mathieu serré contre elle, une main plaquée sur sa petite bouche pour étouffer ses gazouillements. « Claire, ma petite, je sais que tu es là, je t'ai apporté une tarte », appela la boulangère de sa voix chaleureuse. Après plusieurs tentatives infructueuses, la bonne femme finit par déposer la tarte sur le rebord de la fenêtre et éloigna, non sans jeter un regard préoccupé vers la maison silencieuse. À quelques kilomètres de là, au nord du village, se trouvait la ferme des Lefebvre, connue dans toute la région pour ses chevaux de trait. Henri Lefebvre, patriarche bourru mais juste, élevait des percherons et des ardennais depuis plus de 40 ans. Sa fierté, cependant, était Bella, une jument palomino au caractère aussi doré que sa robe, cadeau de sa défunte épouse avant qu'elle ne succombe à la maladie 5 ans auparavant. Cette fichue jument a encore sauté la clôture nord, grommela Henri ce matin-là, découvrant pour la 3e fois ce mois-ci que Bella avait disparu. Bakel va finir par se perdre dans la forêt, et alors, son fils François, un jeune homme trapu aux mains calleuses, haussa les épaules. Elle revient toujours, papa. Elle connaît le chemin mieux que certains randonneurs. Ce que ni Henri ni François ne savaient, c'est que cette escapade de Bella ne serait pas comme les autres. Que quelque part, dans la forêt de Brocéliande, le destin tissait déjà les fils d'une histoire qui marquerait à jamais leur village paisible.
Cette nuit-là, alors que Saint-Martin-sur-Loire s'endormait sous un ciel étoilé, Claire Dumont, elle, ne trouvait pas le sommeil. Assise sur le bord de son lit, elle observait Mathieu qui dormait paisiblement dans son berceau. Les voix dans sa tête étaient devenues un chœur assourdissant. « Il n'est pas en sécurité avec toi », répétait-elle. « La forêt le protégera. Les anciens esprits veilleront sur lui mieux que tu ne pourrais jamais le faire. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Claire, tandis qu'elle luttait contre ses pensées. Mais la psychose post-partum qui était insidieusement installée dans son esprit depuis la naissance de Mathieu avait désormais pris le contrôle. Sans vraiment réaliser ce qu'elle faisait, comme guidée par une force extérieure, Claire enveloppa doucement Mathieu dans sa couverture bleue, glissa quelques couches et un biberon dans un petit sac et quitta sa maison par la porte arrière. La nuit était douce et le village dormait. Pas une lumière, pas un bruit, sauf le ululement lointain d'une chouette qui semblait appeler Claire vers la lisière de la forêt qui se dessinait, masse sombre et mystérieuse à quelques centaines de mètres. « Je te protège », murmura Claire à son bébé endormi en pénétrant sous le couvert des arbres centenaires. « Og, c'est le seul moyen de te sauver. » Guidée par la lueur blafarde de la lune qui filtrait à travers les branches, Claire s'enfonça dans la forêt de Brocéliande, berceau de tant de légendes et de mystères. Ce qu'elle ignorait, c'est que son geste désespéré allait donner naissance à une nouvelle histoire, aussi extraordinaire qu'improbable, dont on parlerait dans la région pendant des générations. Une histoire où une jument sauvage deviendrait l'héroïne inattendue d'un petit être abandonné à la merci des éléments et des dangers de la forêt. L'aube n'avait pas encore pointé quand Claire, haletante et désorientée, s'arrêta au milieu d'une petite clairière. Ses pieds nus étaient écorchés par sa marche frénétique à travers les sous-bois, mais elle ne ressentait aucune douleur. Son esprit était entièrement focalisé sur la mission que les voix lui avaient de confier, mettre Mathieu en sécurité, loin des personnes mal intentionnées du village qui complotaient pour le lui arracher. « Encore un peu, mon trésor », chuchota-t-elle au bébé qui commençait à s'agiter dans ses bras. « Nous y sommes presque. » Mais où était ce « presque » Claire elle-même n'aurait su le dire. Son sens de l'orientation, comme sa raison, l'avait abandonnée. Elle tournait en rond depuis des heures, s'enfonçant toujours plus profondément dans la forêt mythique. Mathieu se mit à pleurer, d'abord doucement, puis avec plus d'insistance. La faim le tenaillait. Claire s'assit sur un tronc renversé, sortit maladroitement le biberon de son sac, mais constata qu'il était vide. Elle avait oublié de le remplir avant de partir. « Non, non, non », gémit-elle, secouant le biberon comme si cela pouvait miraculeusement le remplir. « Ce n'est pas possible, pas maintenant. » Les pleurs de Mathieu redoublèrent d'intensité, résonnant dans la clairière silencieuse. Chaque cri était comme un coup de poignard dans le cœur déjà meurtri de Claire. Sa confusion s'accentua, les voix dans sa tête devenant un vacarme insupportable. « Tu vois, tu ne peux même pas le nourrir correctement. » « Tu es une mauvaise mère, les esprits de la forêt sauront prendre soin de lui, laisse-le ici, c'est sa seule chance. » Claire se prit la tête entre les mains, essayant désespérément de faire taire ses pensées. Mais la fatigue, la déshydratation et la psychose avaient formé une alliance impitoyable contre sa volonté déjà fragile. « Je ne peux pas, » sanglota-t-elle, « c'est mon bébé, mon petit cœur. Tu dois le faire, » insistèrent les voix. Pour son bien, avec des gestes d'automate, Claire déposa délicatement Mathieu sur un tapis de mousse, à l'abri relatif d'un vieil chêne, dont les branches basses formaient comme un dôme protecteur. Elle plaça le petit sac contenant les couches à côté de lui, ainsi que le biberon vide, dans un geste d'absurde espoir. « Les esprits de la forêt prendront soin de toi, » murmura-t-elle en embrassant une dernière fois le front de son fils. « Ils te nourriront, ils te protégeront mieux que je ne pourrais jamais le faire. » Mathieu, comme s'il sentait l'adieu imminent,
tendit ses petites mains vers sa mère, ses pleurs se transformant en hurlements déchirants. Claire recula, chaque pas lui coûtant un effort surhumain. « Je reviendrai », promit-elle, bien que cette promesse ne fût qu'un écho vide dans l'immensité de sa confusion mentale. Puis elle se retourna et s'enfuit en courant, cherchant à échapper aux cris de son bébé, aux voix dans sa tête, à la culpabilité écrasante qui menaçait de l'anéantir. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes cèdent sous elle, jusqu'à ce que l'épuisement la fasse s'effondrer près d'un ruisseau, à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle avait abandonné Mathieu. Dans la clairière désormais silencieuse, Mathieu avait fini par s'endormir, épuisé par ses pleurs. Sa petite poitrine se soulevait doucement au rythme de sa respiration. La forêt, autour de lui, semblait retenir son souffle. Ce fut le gazouillis d'un rouge-gorge qui réveilla l'enfant alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Mathieu ouvrit ses grands yeux bleus, héritage de sa mère, et regarda autour de lui avec une curiosité mêlée d'appréhension. L'absence de Claire commençait à se faire cruellement sentir. La faim nouait son petit estomac, et sa couche était inconfortablement humide. Il se remit à pleurer, d'abord doucement, puis avec une vigueur renouvelée, comme si ses cris pouvaient faire revenir sa mère. À quelques centaines de mètres de là, Bella, la jument Palomino échappée de la ferme des Lefebvre, dressa les oreilles. Son instinct aiguisé par des années de vie semi-sauvage lui fit immédiatement identifier ses pleurs pour ce qu'ils étaient. Un appel de détresse, celui d'un petit être vulnérable. Bella avait mis bas 2 fois dans sa vie. Son premier poulain lui avait été retiré trop tôt, vendu à un éleveur du Sud. Le second, né l'année précédente, était mort-né après un accouchement difficile. Peut-être était-ce ce souvenir douloureux, enfoui dans sa mémoire équine, qui la poussa à s'approcher de la source de ses pleurs, au lieu de s'en éloigner comme l'aurait fait n'importe quel autre animal sauvage. La jument s'avança prudemment vers la clairière, ses sabots foulant silencieusement le tapis de feuilles mortes. Quand elle aperçut enfin Mathieu, elle s'immobilisa, méfiante. Jamais encore elle n'avait vu un humain si petit, si fragile. Mathieu, de son côté, cessa momentanément de pleurer en voyant apparaître cette grande créature dorée. Ses yeux écarquillèrent devant cette apparition presque magique. Pendant de longues minutes, hommes et bêtes s'observèrent, séparés par quelques mètres de silence et de méfiance mutuelle. Puis, lentement, comme si elle répondait à un appel que lui seul pouvait entendre, Bella s'approcha du nourrisson. Son instinct guidant chacun de ses mouvements, Bella s'approcha du petit être humain avec une délicatesse surprenante pour un animal de son gabarit. Elle tendit son museau velouté et renifla doucement le bébé, soufflant un air chaud sur son visage. Mathieu, fasciné par cette créature imposante, tendit une main minuscule vers le nez de la jument. Quand leurs peaux se touchèrent, quelque chose d'indéfinissable sembla passer entre eux. Un lien primordial, ancestral, qui transcendait les barrières des espèces. Bella s'ébroua légèrement, puis, dans un geste qui aurait stupéfié n'importe quel observateur humain, elle s'allongea délicatement à côté du nourrisson, repliant ses longues pattes sous elle avec précaution. La chaleur qui émanait du corps massif de la jument enveloppa immédiatement Mathieu comme une couverture vivante. L'odeur de Bella, un mélange de foin, de terre et de cette essence indéfinissable propre aux chevaux, sembla apaiser l'enfant. Ses pleurs cessèrent graduellement, remplacés par de petits hoquets intermittents. Pendant ce temps, à Saint-Martin-sur-Loire, Madame Moreau, inquiète de n'avoir pas vu Claire depuis la veille, décida de retourner à la maison des Dumont. La tarte aux pommes qu'elle avait laissée sur le rebord de la fenêtre n'avait pas été touchée, ce qui n'était pas dans les habitudes de la jeune femme qui adorait ses pâtisseries. « Claire, ma petite ?»« Tu es là ?» appela-t-elle en frappant à la porte, plus fort cette fois-ci. Seul le silence lui répondit.
Après plusieurs tentatives, elle fit le tour de la maison et découvrit avec étonnement que la porte arrière était grande ouverte, battant doucement au gré de la brise matinale. « Claire ?» répéta-t-elle en entrant prudemment. La maison était vide. Le berceau de Mathieu était défait. Quelques vêtements de bébé étaient éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un était parti en hâte. Un frisson d'appréhension parcourut elle échine de la boulangère. Moins d'une heure plus tard, tout le village était en effervescence. Le maire, Marcel Dufresne, un homme corpulent à la moustache imposante, avait convoqué une réunion d'urgence à la mairie. « Nous devons organiser des équipes de recherche », déclara-t-il, son visage habituellement jovial, marqué par l'inquiétude. Claire et le petit Mathieu ont disparu. La porte était ouverte, et d'après le docteur Laurent, la jeune mère montrait des signes de « Comment dites-vous, docteur ?» Le médecin du village S éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Je soupçonne une dépression postpartum, peut-être même une psychose. J'aurais dû être plus attentif aux signes. Claire refusait systématiquement l'aide qu'on lui proposait, mais je pensais que C était juste de la fierté. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables, intervint le père André, curé du village. Concentrons-nous sur les recherches. Où pourrait-il être? La forêt, suggéra François Lefebvre, qui était venu représenter son père, resté à la ferme. Si elle était désorientée, elle a pu s'y perdre. C'est vaste et facile de s'y égarer, surtout de nuit. Très bien, acquiesça le maire. Formons 4 équipes, une pour le village et ses environs immédiats, une pour la rivière et ses berges, et 2 pour la forêt. François, vous connaissez bien ces bois, n'est-ce pas? Le jeune homme hocha la tête. Comme ma poche. Mon père et moi y cherchons régulièrement notre jument qui échappe. D'ailleurs, elle est encore partie hier. Parfait. Vous guiderez l'une des équipes forestières. Pierre Montaigne, le garde forestier, guidera l'autre. Rendez-vous dans 20 minutes sur la place, avec des provisions, des lampes et des moyens de communication. Si nous n'avons pas retrouvé Claire et Mathieu d'ici ce soir, nous alerterons la gendarmerie de Rennes. Tandis que les villageois se dispersaient pour se préparer, le docteur Laurent s'approcha du maire. « Marcel, je suis vraiment inquiet. Si Claire est dans l'état que je soupçonne, elle pourrait être un danger pour elle-même et pour l'enfant. » Le visage du maire s'assombrit davantage. Il y a raison de plus pour les retrouver rapidement. Dans la forêt, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, Bella restait fidèlement aux côtés de Mathieu. Le bébé, épuisé par la faim et les pleurs, somnolait par intermittence. La jument avait passé la journée à le veiller, se levant parfois pour brouter les herbes environnantes, mais ne s'éloignant jamais de plus de quelques mètres. Quand un renard curieux était approché de la clairière, attiré par l'odeur inhabituelle, Bella était immédiatement interposée, hennissant avec force et frappant le sol de ses sabots. Le prédateur, impressionné par cette démonstration de force, avait rapidement battu en retraite. À plusieurs kilomètres de là, Claire gisait, semi-consciente, au bord du ruisseau où elle était effondrée. La fièvre la faisait délirer, des images de Mathieu dansant devant ses yeux comme des fantômes accusateurs. Elle murmurait son nom, encore et encore, comme une prière ou une malédiction. La nuit tombait sur la forêt de Brocéliande, apportant avec elle une fraîcheur inquiétante. Sentant le changement de température, Bella se rapprocha davantage de Mathieu, l'entourant presque complètement de son corps massif. La chaleur de la jument, telle une barrière contre le froid nocturne, allait être la seule chose qui empêcherait le nourrisson de succomber à l'hypothermie pendant cette première nuit d'abandon. L'aube du 2e jour se leva sur la forêt de Brocéliande, baignant la clairière d'une lumière dorée. Mathieu éveilla, le corps engourdi mais miraculeusement préservé du froid grâce à la chaleur constante de Bella qui était restée allongée contre lui toute la nuit. La faim, cependant, le tenaillait cruellement.
Ses pleurs, d'abord faibles, puis plus vigoureux, résonnèrent dans le silence matinal. Bella se redressa, oreilles dressées, comme si elle comprenait la détresse du nourrisson. La jument s'éloigna quelques instants, revenant avec une pomme sauvage qu'elle avait arrachée d'un pommier proche. Elle la déposa délicatement près de l'enfant. Mais Mathieu, trop petit pour saisir ou mordre le fruit, continua à pleurer. Après plusieurs tentatives infructueuses pour nourrir le bébé à sa façon, Bella fit quelque chose de remarquable. Elle s'approcha d'un buisson de mûres sauvages qui poussait à la lisière de la clairière et, avec une délicatesse surprenante, arracha quelques branches chargées de fruits mûrs qu'elle déposa près de Mathieu. Puis, dans un geste qui défiait toute explication rationnelle, elle écrasa les mûres avec son sabot, créant une sorte de purée grossière. Le jus sucré qui s'en échappa attira instantanément l'attention du bébé. Guidé par son instinct de survie, Mathieu tendit ses petites mains vers la substance violacée et les porta à sa bouche. Ce N n'était pas du lait maternel, ni le contenu réconfortant d'un biberon, mais C était suffisant pour apaiser temporairement sa faim dévorante. Pendant ce temps, à Saint-Martin-sur-Loire, les équipes de recherche, après quelques heures de repos, reprenaient leur traque avec une détermination renouvelée. La nuit n'avait apporté aucune nouvelle de Claire et Mathieu, et l'inquiétude était transformée en angoisse véritable. « Nous avons couvert toute la partie nord et est de la forêt hier », expliqua Pierre Montaigne, le garde forestier, en déployant une carte sur le capot de son 4x4. « Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les zones ouest et sud. C'est plus dense, plus sauvage, mais Claire n'aurait pas pu aller si loin. À moins qu'elle n'ait marché toute la nuit. » François Lefebvre, qui avait passé la matinée à chercher également sa jument disparue, secouait la tête avec frustration. « Je ne comprends pas. Bella connaît ses bois. Elle revient toujours d'elle-même après ses escapades. C'est la première fois qu'elle reste absente si longtemps. Peut-être a-t-elle trouvé un nouveau pâturage qui lui plaît, » suggéra quelqu'un. Mais François N. n'était pas convaincu. « Dans tous les cas, » intervint le maire, « notre priorité reste Claire et son bébé. La gendarmerie de Rennes a été alertée. Ils nous envoient des renforts et un hélicoptère pour survoler la zone cet après-midi. » Les équipes se dispersèrent à nouveau, appelant sans relâche les noms de Claire et Mathieu à travers la forêt silencieuse. Leurs voix se perdaient entre les arbres centenaires, comme absorbées par la mousse et les fougères qui tapissaient le sol. Ce fut Marcel Rousseau, un chasseur à la retraite qui participait aux recherches, qui repéra le premier indice. Un morceau de tissu bleu accroché à un buisson d'épines, à environ 5 km à l'est du village. Et c'est de la flanelle, confirma-t-il en examinant le tissu. Le genre qu'on utilise pour les vêtements de bébé. Cette découverte galvanisa les chercheurs qui redoublèrent d'efforts, concentrant leurs recherches dans cette zone. Et finalement, vers midi, alors que le soleil était à son zénith, un cri retentit. « Par ici, je l'ai trouvé !» Claire gisait, semi-consciente, au bord d'un petit ruisseau, son corps mince recroquevillé comme celui d'un enfant. Son visage était pâle, ses lèvres craquelées par la déshydratation, et elle murmurait des mots incohérents. « Mathieu, les esprits, la forêt le protège. Pas digne. » Pas digne !» Le docteur Laurent se précipita à ses côtés, prenant immédiatement son pouls. « Elle est en état de choc et déshydratée. Il faut l'évacuer immédiatement. »« Et le bébé ?» demanda anxieusement le maire. « Où est Mathieu ?» Claire ouvrit ses yeux fiévreux, regardant autour d'elle comme si elle voyait des fantômes. « Les esprits l'ont pris, pour le protéger de moi. Le chêne ancien. Le gardien doré. Elle délire, diagnostiqua le médecin en préparant une injection de sédatif. Nous ne tirerons rien de cohérent d'elle pour l'instant. Il faut d'abord la stabiliser. » Tandis que Claire était évacuée sur une civière improvisée, l'angoisse montait d'un cran parmi les chercheurs.
Si la mère avait passé la nuit dehors dans cet état, quelles étaient les chances de survie d'un nourrisson de 6 mois? Le chêne ancien, répéta François, pensif. Elle a parlé d'un chêne ancien et d'un gardien doré. Ça pourrait être un indice. Il y a des centaines de vieux chênes dans cette forêt, soupira Pierre. Et qu'est-ce que pourrait bien être un gardien doré? Dans la clairière, ignorant totalement l'agitation qui régnait à quelques kilomètres de là, Bella continuait de veiller sur Mathieu. L'après-midi avançait et la jument avait développé une routine étonnante. LS éloignait brièvement pour brouter ou chercher des fruits mûrs, revenait vérifier l'état du bébé, puis montait la garde, ses sens en alerte perpétuelle. Quand un groupe de sangliers traversa la zone à proximité, Bella se plaça instinctivement entre les animaux sauvages et l'enfant, prête à défendre sa charge. Les sangliers, sentant la détermination de la jument, dévièrent leur route, évitant prudemment la confrontation. Le soir approchait, et Mathieu, malgré quelques baies écrasées et gouttes de rosée que Bella avait réussi à lui l'offrir, s'affaiblissait visiblement. La déshydratation commençait à marquer son petit visage, et ses pleurs étaient transformés en gémissements ténus. La deuxième nuit s'annonçait encore plus critique que la première pour la survie du nourrisson. Mais Bella, comme guidée par une sagesse ancestrale, semblait comprendre l'urgence de la situation. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle saisit délicatement la couverture bleue de Mathieu entre ses dents et, avec une précaution infinie, souleva légèrement le bébé. Avec une délicatesse que nul n'aurait soupçonnée chez un animal de cette taille, Bella souleva Mathieu et commença à se déplacer lentement à travers la forêt. Chaque pas était mesuré, précautionneux, comme si la jument craignait que le moindre soubresaut ne blesse sa fragile charge. Le bébé, trop faible pour pleurer vigoureusement, émettait de petits gémissements intermittents qui guidaient Bella dans l'obscurité grandissante. La destination de la jument devint claire après quelques minutes de marche. Un petit ruisseau qui serpentait entre les arbres, alimenté par une source d'eau fraîche qui jaillissait d'entre les rochers. Bella déposa doucement Mathieu sur la berge moussue, puis s'agenouilla dans l'eau peu profonde, créant une sorte de barrage avec son corps massif. L'eau s'accumulait ainsi contre son flanc avant de s'écouler en un filet mince et contrôlé. Avec son museau, la jument poussa délicatement Mathieu plus près de ce filet d'eau. L'instinct de survie du nourrisson prit le relais. Sentant l'humidité à proximité de son visage, il tourna automatiquement la tête et ses lèvres desséchées entrèrent en contact avec l'eau fraîche. Ce N n'était pas beaucoup, mais C était vital, quelques gorgées qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort pendant cette deuxième nuit cruciale. Après cette tentative d'hydratation, Bella reprit Mathieu dans sa couverture et le ramena dans la clairière, où elle s'allongea contre lui, le protégeant à nouveau du froid nocturne avec sa chaleur corporelle. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, indifférentes au drame qui se jouait sous leur lumière distante. À Saint-Martin-sur-Loire, l'arrivée de l'hélicoptère de la gendarmerie avait provoqué une agitation considérable. Jamais un tel engin ne était posé sur le terrain de football du village, transformé pour l'occasion en héliport improvisé. 2 gendarmes et un maître chien en descendirent, accueillis par le maire et Pierre Montaigne. « Nous avons retrouvé la mère, mais pas l'enfant », expliqua rapidement le garde forestier en déployant sa carte. « Elle a été évacuée vers l'hôpital de Rennes dans un état confus. Elle a mentionné un chêne ancien et un gardien doré, mais nous n'avons pas pu en tirer davantage. Combien de temps l'enfant est-il porté disparu ?» demanda le gendarme, un homme d'une quarantaine d'années au visage grave. « Presque 36 heures maintenant, » répondit le maire, la voix serrée. Le gendarme et le maître chien échangèrent un regard sombre. Ils ne le dirent pas à haute voix, mais tous deux pensaient que la même chose, les chances de retrouver un nourrisson vivant après tant d'heures dans la nature
était infime. Nous allons commencer les recherches aériennes dès maintenant, tant qu'il reste un peu de lumière, déclara le pilote de l'hélicoptère. Nous utiliserons des caméras thermiques pour détecter toute source de chaleur qui pourrait correspondre à un corps humain. Pendant ce temps, à l'hôpital de Rennes, Claire avait été stabilisée. Perfusée et sous légère sédation, elle émergeait lentement de son état de confusion. Le docteur Laurent était resté à son chevet, déterminé à obtenir des informations qui pourraient sauver le petit Mathieu. « Il est clair, dit-il doucement, prenant sa main entre les siennes. « Tu m'entends? C'est le docteur Laurent. » Les yeux de la jeune femme s'ouvrirent, encore voilés par la fièvre et les médicaments. « Docteur? »« Oui, ma petite. Tu es en sécurité maintenant, à l'hôpital. Mais nous devons retrouver Mathieu. Peux-tu nous dire où tu l'as laissé ?» À la mention du nom de son fils, les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Les voix m'ont dit qu'il serait plus en sécurité, que je n'étais pas une bonne mère. Ce N n'était pas des voix réelles, Claire. C était la maladie qui parlait. Tu souffres de ce qu'on appelle une psychose postpartum. Mais nous pouvons t'aider et te soigner. D'abord, nous devons retrouver Mathieu. Claire ferma les yeux, comme si elle essayait de se souvenir. Un grand chêne, avec des racines qui sortent de terre comme des serpents. Il y avait de la mousse dessus et des champignons rouges à pois blancs tout autour. Des amanites tues-mouches, murmura Laurent, reconnaissant la description du champignon vénéneux. Ça nous donne un indice. Ces champignons poussent dans des zones spécifiques de la forêt. J'ai marché longtemps, très longtemps, continua Claire, sa voix faiblissant. Il y avait un rocher qui ressemblait à un visage. Juste avant la clairière. Le docteur Laurent notait frénétiquement ces détails, sachant que chaque information pourrait être cruciale. Et ce gardien doré dont tu as parlé? Claire fronça les sourcils, confuse. Je ne me souviens pas d'un gardien. Dans la forêt, François Lefebvre avait décidé de poursuivre les recherches malgré la tombée de la nuit. Équipé d'une puissante lampe frontale et d'un sifflet pour signaler sa position, il s'était enfoncé dans une zone qu'il connaissait particulièrement bien, là où Bella aimait se réfugier lors de ses escapades. Un gardien doré, marmonnait-il en marchant. Un gardien doré. Soudain, il s'arrêta net, frappé par une révélation. Bella et Palomino, dorés comme les blés en été. Cette coïncidence était-elle possible? Sa jument disparue et le bébé manquant pouvaient-ils être liés d'une façon ou d'une autre? Cela semblait absurde. Et pourtant, François accéléra le pas, guidé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Il connaissait un chêne particulièrement ancien dans cette partie de la forêt, un arbre massif qui pourrait correspondre à la description donnée par Claire. Au-dessus de lui, l'hélicoptère de la gendarmerie survolait la zone, ses puissants projecteurs balayant la canopée, créant un jeu d'ombre et de lumière fantasmagorique sur le sol forestier. Le bruit des pales résonnait à travers les arbres, effrayant les animaux nocturnes qui se terraient dans leurs cachettes. Dans la clairière, Bella dressa soudain les oreilles, alarmée par le vacarme inhabituel qui perturbait la quiétude de la forêt. L'instinct de la jument lui criait de fuir cette menace bruyante venant du ciel, mais un instinct plus fort, encore, la maintenait fermement aux côtés de Mathieu. François progressait avec détermination à travers le sous-bois épais, sa lampe frontale traçant un chemin lumineux dans l'obscurité de la forêt. Les branches basses lui fouettaient parfois le visage, mais il ne ralentissait pas. Une force inexplicable le poussait en avant, comme si un fil invisible le tirait vers un point précis de cette immensité verte. « Bella !» appelait-il régulièrement, alternant avec « Mathieu », sans vraiment espérer de réponse du bébé. L'hélicoptère continuait son balai aérien au-dessus de la canopée, ses projecteurs balayant méthodiquement chaque parcelle de forêt.
François savait que les chances de repérer un nourrisson depuis les airs étaient minces, mais la chaleur corporelle d'un cheval, elle, pourrait être détectée par les caméras thermiques. Son téléphone vibra. C était un message du maire, relayant les informations obtenues de Claire à l'hôpital, chêne ancien avec racines apparentes, plus champignons rouges à pois blancs, plus rocher ressemblant à un visage. Poursuite des recherches à l'aube. Rentre te reposer. François sourit faiblement. Rentrer? Impossible. Pas maintenant qu'il était si proche. Du moins le croyait-il. Le jeune homme connaissait parfaitement l'endroit décrit par Claire. Le visage, comme l'appelaient les locaux, était une formation rocheuse naturelle qui, sous certains angles, évoquait un profil humain. Et non loin de là se trouvait en effet un chêne plusieurs fois centenaire, surnommé le Patriarche par les forestiers. Ce qui troublait François, c'est que cet endroit était précisément l'un des refuges favoris de Bella lors de ses escapades. Une coïncidence? Il n'y croyait pas. À plusieurs kilomètres de là, le poste de commandement temporaire établi dans la salle des fêtes du village bourdonnait d'activité malgré l'heure tardive. Le capitaine Lemoine, de la gendarmerie de Rennes, avait pris la direction des opérations. « Nous avons des coordonnées plus précises maintenant », annonça-t-il en marquant un point sur la carte étalée. « Et l'équipe cynophile sera sur place à 5 heures du matin. Si l'enfant est toujours vivant, le chien le trouvera. » Personne ne releva son hésitation, mais elle n'avait échappé à personne. Après 2 nuits dans la forêt, sans nourriture appropriée ni protection contre le froid, les chances de survie d'un nourrisson de 6 mois étaient pratiquement nulles. Pourtant, aucun des villageois présents était prêt à abandonner. « Mon fils connaît cette zone comme sa poche », affirma Henri Lefebvre, qui avait rejoint les recherches malgré son arthrite douloureuse. S'il y a une chance de retrouver le petit, c'est bien François qui la saisira. Dans la clairière, la situation devenait critique pour Mathieu. Malgré les efforts extraordinaires de Bella pour l'hydrater et le maintenir au chaud, le bébé s'affaiblissait d'heure en heure. Sa respiration était devenue superficielle et ses périodes d'éveil de plus en plus brèves. Bella semblait sentir que son protégé perdait la bataille. Agitée, elle tournait autour de lui, le poussant doucement de son museau comme pour l'encourager à tenir bon. Puis, dans un geste presque désespéré, elle se mit à hennir fortement, à plusieurs reprises, son cri perçant déchirant le silence nocturne. Ce fut ce hennissement que François entendit en premier. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Ce cri, il l'aurait reconnu entre 1000. « Bella !» s'écria-t-il, accélérant soudain son allure, trébuchant presque dans sa hâte. Il déboucha dans la clairière, hors d'haleine, son faisceau lumineux balayant frénétiquement l'espace devant lui jusqu'à s'arrêter sur une vision qui le figea sur place. Bella, sa jument, debout au-dessus d'une petite forme enveloppée dans une couverture bleue. « Mon Dieu !» murmura François, s'approchant avec précaution pour ne pas effrayer l'animal. Bella ne s'enfuit pas comme il s'y attendait. Au contraire, elle hennit à nouveau, comme si elle l'appelait, puis écarta légèrement, révélant pleinement le petit corps de Mathieu. François s'agenouilla près du bébé, tremblant d'émotion et d'appréhension. Il tendit une main hésitante et toucha la joue du nourrisson. Elle était fraîche, mais pas froide. « Il est vivant » souffla-t-il, incrédule. Avec des gestes précautionneux, il souleva Mathieu, vérifiant rapidement son état. Le bébé était déshydraté et faible, mais respirait régulièrement. Comment avait-il pu survivre 2 nuits dans ces conditions? La réponse se tenait à côté de lui, observant chacun de ses mouvements avec une attention vigilante. Bella, sa jument fugueuse, avait apparemment veillé sur l'enfant, le protégeant des éléments et des prédateurs. François enveloppa soigneusement Mathieu dans sa veste supplémentaire, puis sortit sa radio. « J'ai trouvé le bébé, il est vivant, je répète, Mathieu est vivant. »
La réponse ne se fit pas attendre, entrecoupée de parasites. Position exacte? Besoin d'évacuation médicale? François donna ses coordonnées approximatives, expliquant qu'il allait commencer à se diriger vers le point de rendez-vous le plus proche, accessible au véhicule. « Et François ?» grésilla la voix du capitaine Lemoine. « Comment as-tu réussi à le retrouver en pleine nuit ?» Le jeune homme regarda Bella qui s'était approchée, poussant doucement son épaule de son museau. « Disons que j'ai eu de l'aide d'un gardien doré. » Le retour à travers la forêt obscure s'annonçait périlleux. François, tenant Mathieu fermement contre sa poitrine, devait parcourir près de 3 kilomètres avant d'atteindre le chemin forestier le plus proche, où une ambulance pourrait les rejoindre. Chaque minute comptait pour le nourrisson affaibli. « Viens, Bella » murmura-t-il à la jument qui les suivait comme une ombre dorée. « On rentre à la maison. » Tous ensemble. L'animal semblait comprendre l'urgence de la situation. Elle restait inhabituellement proche, comme si elle refusait d'abandonner sa mission de protection jusqu'à ce que Mathieu soit en sécurité. François avançait aussi vite que la prudence le permettait, éclairant son chemin d'une main, tandis que l'autre maintenait le bébé contre lui, sous sa veste entr'ouverte pour partager sa chaleur corporelle. « Tiens bon, petit bonhomme !» encourageait-il Mathieu qui émettait parfois de faibles gémissements. « On va bientôt te ramener à ta maman. » À mi-chemin, ils furent rejoints par Pierre Montaigne et 2 gendarmes qui avaient immédiatement quitté le poste de commandement à l'annonce de la découverte. L'un d'eux, secouriste de formation, examina rapidement Mathieu. « Déshydratation sévère, mais pas d'hypothermie grave », diagnostiqua-t-il avec étonnement. « C'est incroyable qu'il ait survécu dans ces conditions. » Pierre observait Bella avec un mélange de stupéfaction et de respect. « Tu crois vraiment que c'est elle qui l'a protégé pendant tout ce temps ?» François hocha la tête, certain de son intuition. « Regarde son comportement. » Elle ne le quitte pas des yeux, même maintenant. L'ambulance les attendait au point de rendez-vous. Gyrophare allumé, illuminant la lisière de la forêt des éclats bleus fantomatiques. 2 médecins urgentistes prirent immédiatement Mathieu en charge, l'installant dans une couveuse de transport, après lui avoir posé une perfusion et un moniteur cardiaque. « On l'emmène directement à l'hôpital de Rennes », expliqua l'un d'eux. « Son état est stable, mais préoccupant. Il aura besoin de soins intensifs pendant quelques jours. » François hésita, jetant un regard à Bella qui observait la scène à distance, visiblement agitée par toute cette activité humaine. « Je vous rejoindrai là-bas. Je dois d'abord ramener quelqu'un à la maison. » L'ambulance éloigna dans la nuit, suivie par les véhicules de la gendarmerie, laissant François seul avec sa jument au bord du chemin forestier. Le jeune homme s'approcha lentement de Bella et, pour la première fois depuis cette incroyable aventure, la serra contre lui, enfouissant son visage dans sa crinière. « Tu es extraordinaire !» murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu as sauvé ce bébé. Comment as-tu su ?» Bella se contenta de souffler doucement, comme si tout cela n'était qu'une évidence pour elle. À Saint-Martin-sur-Loire, la nouvelle était répandue comme une traînée de poudre. Malgré l'heure tardive, les villageois se rassemblèrent sur la place, attendant des informations supplémentaires. Quand le maire arriva pour leur annoncer que Mathieu avait été retrouvé vivant, un concert de cris de joie et d'applaudissements éclata dans la nuit. « C'est un miracle !» s'exclama Madame Moreau, essuyant des larmes de soulagement. « Ce petit ange a dû avoir un gardien céleste. » « Pas céleste », corrigea Henri Lefebvre avec un sourire énigmatique. « Doré. Un gardien doré. » À l'hôpital de Rennes, Claire venait tout juste d'apprendre que son fils avait été retrouvé. Encore sous l'effet des sédatifs, elle oscillait entre larmes de soulagement et crises d'angoisse. « Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il me déteste? J'ai abandonné mon bébé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Le docteur Laurent lui tenait fermement la main, ancre dans la tempête émotionnelle qui la submergeait. « Claire, écoute-moi, tu étais malade.
Ce N n'était pas toi qui agissais, mais la maladie. Mathieu ne te déteste pas, il a besoin de sa maman. Et maintenant, vous allez tous les deux recevoir l'aide dont vous avez besoin. L'arrivée de l'ambulance transportant Mathieu provoqua une effervescence dans le service pédiatrique. Une équipe complète attendait, prête à prendre en charge le nourrisson miraculé. Les examens se succédèrent rapidement. Prise de sang, électrocardiogramme, échographie abdominale pour vérifier l'état de ses organes après cette déshydratation sévère. « C'est incompréhensible », murmurait le pédiatre en chef en examinant les résultats. Il aurait dû être en hypothermie profonde après 2 nuits dehors. Comment a-t-il pu maintenir sa température corporelle? François, qui venait d'arriver après avoir ramené Bella à la ferme, se tenait dans le couloir. Il entendait ces conversations et souriait intérieurement. Certains miracles ne s'expliquaient pas par la science. 2 heures plus tard, une fois Mathieu stabilisé et hydraté, vint le moment tant attendu, les retrouvailles entre la mère et son fils. Claire, en fauteuil roulant, fut conduite jusqu'à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Son visage était ravagé par la culpabilité et l'angoisse, mais aussi par un espoir tremblant. Lorsque Claire vit Mathieu dans son incubateur transparent, entouré de machines et de tubes, un sanglot déchirant s'échappa de sa gorge. Son petit garçon, si fragile, avec ses boucles châtain clair et son visage poupin, semblait dormir paisiblement malgré l'épreuve qu'il venait de traverser. Une infirmière ajustait délicatement la perfusion qui réhydratait son corps épuisé. « Est-ce que je peux le toucher ?» demanda Claire d'une voix tremblante. Le docteur Pelletier, chef du service de pédiatrie, hocha doucement la tête. « Bien sûr, il a besoin de sentir votre présence. » L'infirmière ouvrit l'un des hublots de l'incubateur et Claire, avec une infinie précaution, glissa sa main à l'intérieur. Ses doigts effleurèrent la joue de Mathieu, puis se posèrent sur sa petite main. À ce contact, le bébé remua légèrement puis ouvrit les yeux. « Mathieu !» murmura Claire, les larmes ruisselant sur son visage. « Mon bébé, pardon, pardon pour tout. » Comme s'il comprenait ces mots, Mathieu referma ses doigts minuscules autour de l'index de sa mère. Ce simple geste déclencha chez Claire une vague d'émotions si puissante qu'elle crut que son cœur allait exploser. Le docteur Laurent, qui se tenait en retrait, échangea un regard avec son confrère pédiatre. Ce moment marquait le début d'un long processus de guérison, à la fois physique pour Mathieu et psychologique pour Claire. Son état est remarquablement stable, considérant les circonstances, expliqua le docteur Pelletier à Claire, une fois qu'elle eut retrouvé un semblant de calme. Normalement, un nourrisson abandonné 2 nuits dans une forêt en avril aurait dû souffrir d'hypothermie sévère, sans parler des risques d'hypoglycémie et de déshydratation fatale. « Comment a-t-il survécu ?» demanda Claire, ne quittant pas des yeux son fils qui s'était rendormi, sa main toujours accrochée à son doigt. François, qui avait été autorisé à assister à cette réunion après avoir insisté sur l'importance de son témoignage, s'avança légèrement. « C'est Bella qui l'a sauvée, » dit-il simplement. « Ma jument. Elle s'est échappée de notre ferme le jour où Mathieu a été emmené dans la forêt. D'une façon ou d'une autre, elle l'a trouvé et est restée avec lui. » Claire le regarda avec incompréhension. « Une jument. Les preuves sont assez convaincantes, » intervint le docteur Pelletier. « Mathieu présente des traces de jus de baie sur les lèvres et les mains, ce qui suggère qu'il a été nourri avec des fruits sauvages. Sa couverture est imprégnée de poils de cheval, mais le plus étonnant, c'est sa température corporelle. » Il montra le dossier médical de Mathieu. Quand il est arrivé, sa température était de 36,4 degrés, légèrement en dessous de la normale, mais bien au-dessus de ce à quoi nous nous attendions.
La seule explication plausible est qu'il a été maintenu au chaud par une source de chaleur externe constante. Le corps de Bella, confirma François. Les chevaux ont une température corporelle d'environ 38 degrés C. Elle a dû rester allongée contre lui pendant les nuits. Claire porta une main tremblante à sa bouche. Une jument a protégé mon bébé quand je l'ai abandonné. Ce n'était pas vous, Claire, rappela doucement le docteur Laurent. C était la maladie. La psychose postpartum est un trouble grave qui altère le jugement et provoque des hallucinations très réalistes. Un silence pensif s'installa dans la pièce, uniquement perturbé par le bip régulier des moniteurs connectés à Mathieu. « Je voudrais la voir », dit finalement Claire, levant les yeux vers François. « Cette jument, Bella, je voudrais la remercier. » François sourit, touché par cette demande. « Dès que vous serez tous les deux assez forts pour quitter l'hôpital, vous serez les bienvenus à la ferme. Mon père et moi serons honorés de vous recevoir. » Pendant ce temps, à Saint-Martin-sur-Loire, l'incroyable histoire de Bella et Mathieu avait déjà dépassé les frontières du village. Des journalistes des quotidiens régionaux étaient arrivés dès l'aube, avides de détails sur ce qu'ils appelaient déjà le miracle de la forêt de Brocéliande. Henri Lefebvre, entouré de villageois curieux et de reporters, se tenait devant l'enclos où Bella broutait paisiblement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Elle a toujours été spéciale, cette jument », expliquait-il, une fierté évidente dans la voix. « Ma défunte épouse, Marguerite, disait qu'elle avait une âme ancienne. » On dirait bien qu'elle avait raison. Comment expliquez-vous qu'un animal ait pris soin d'un bébé humain ? Demanda une journaliste, carnet à la main. Henri haussa les épaules. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication, mademoiselle. La nature a ses mystères que nous autres, humains, ne comprendrons jamais complètement. Madame Moreau, qui avait apporté des croissants encore chauds pour tout le monde, intervint avec sa verve habituelle. Moi, je dis que c'est un signe. Cette forêt a toujours été pleine de légendes. Les anciens parlaient d'esprits protecteurs qui prenaient parfois forme animale pour veiller sur les égarés. Cette interprétation mystique fit sourire certains, mais dans ce coin de Bretagne imprégné de mythes et de légendes, personne ne la rejeta entièrement. Le maire, pragmatique comme à son habitude, voyait déjà plus loin. Nous organiserons une cérémonie officielle pour honorer Bella dès que le petit Mathieu sera de retour, annonça-t-il. J'ai demandé au conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle pour la ferme des Lefebvre. C'est le moins que nous puissions faire. À l'hôpital, la journée S écoulait au rythme des soins et des examens. L'état de Mathieu s'améliorait d'heure en heure, sa jeunesse et sa résilience jouant en sa faveur. Claire, quant à elle, avait commencé un traitement intensif pour sa psychose postpartum, alternant entretien avec psychiatre et moments privilégiés avec son fils. Une semaine s'écoula avant que les médecins n'autorisent finalement Claire et Mathieu à quitter l'hôpital. 7 jours pendant lesquels le bébé avait récupéré avec cette résilience étonnante propre aux très jeunes enfants, tandis que sa mère entamait un long chemin vers la guérison psychologique. Le traitement médicamenteux commençait à faire effet, étouffant progressivement les voix qui l'avaient tourmentée. Mais Claire savait que la route serait longue avant qu'elle ne se pardonne totalement. « Il est important que vous ne restiez pas isolés », lui avait conseillé le psychiatre lors de leur dernier entretien. « Le soutien communautaire sera essentiel pour votre rétablissement et celui de Mathieu. » Claire avait acquiescé, serrant son fils contre elle. « Le village entier attend notre retour, apparemment. C'est un peu intimidant. » Le jour du départ, une surprise attendait Claire devant l'entrée de l'hôpital. Madame Moreau était venue la chercher au volant de sa vieille Citroën bleue décorée de fleurs des champs et de petits rubans. « Ma petite »
s'exclama la boulangère, en elle étreignant chaleureusement. « Tout le monde t'attend. Ta maison a été nettoyée et décorée, ton réfrigérateur est plein, et nous avons établi un planning pour que quelqu'un passe te voir chaque jour. » Les larmes aux yeux, Claire installa Mathieu dans le siège auto prêté par une jeune mère du village. « Je ne mérite pas tant de gentillesse après ce que j'ai fait. »« Taratata !» l'interrompit Madame Moreau en démarrant. « La maladie, ce n'était pas toi. Et puis, ton petit bonhomme a vécu une aventure extraordinaire qui nous a tous rapprochés. Tu verras, Saint-Martin n'est plus tout à fait le même depuis. » En effet, tandis qu'elle traversait le village, Claire remarqua des banderoles accrochées entre les maisons. « Bienvenue à nos miraculés » et « Merci Bella, notre héroïne à quatre pattes ». Des villageois sortaient sur leurs pas de porte pour les saluer au passage, certains applaudissant même. « C'est comme si nous étions des célébrités », murmura Claire, mi-amusée, mi-gênée. « Tu n'as pas idée ?» répondit Madame Moreau. « Des journalistes de Paris sont venus. Il paraît même qu'une chaîne de télévision américaine a contacté le maire pour un reportage. » Claire secoua la tête incrédule. Elle qui avait toujours mené une vie discrète se retrouvait soudain sous les projecteurs à cause des circonstances les plus traumatisantes de son existence. Après s'être installée chez elle et avoir couché Mathieu pour sa sieste, Claire prit une décision. « J'aimerais aller voir Bella aujourd'hui », annonça-t-elle à Madame Moreau qui s'affairait à préparer le thé. « Je ne peux pas attendre plus longtemps. » Moins d'une heure plus tard, la Citroën bleue s'engageait sur le chemin de terre menant à la ferme des Lefebvre. Claire, Mathieu, confortablement installé dans son porte-bébé, sentait son cœur s'accélérer à mesure qu'elles approchaient. Comment réagirait-elle face à l'animal qui avait sauvé son fils alors qu'elle-même l'avait abandonné? Henri et François les attendaient devant la maison de Pierre, visiblement aussi nerveux qu'elle. Après les présentations et quelques mots de bienvenue, François proposa de les conduire jusqu'à l'enclos où Bella paissait tranquillement. L'Odelle est revenue à sa routine comme si de rien n'était, expliqua-t-il en marchant. Mais elle n'essaie plus de échapper. C'est comme si elle avait accompli ce qu'elle devait faire. Ils s'arrêtèrent à la barrière de l'enclos. Bella, apercevant des visiteurs, releva la tête et les observa un moment avant de s'approcher d'un pas tranquille. « Elle vous a reconnu », murmura François, surpris. D'habitude, elle est plus méfiante avec les étrangers. Claire se tenait immobile, incapable de parler tant l'émotion lui nouait la gorge. Cette magnifique créature à la robe dorée, aux yeux doux et intelligents, avait fait preuve de plus d'humanité qu'elle n'en avait montré dans son état de confusion mentale. Lentement, presque cérémonieusement, Claire détacha le porte-bébé et souleva Mathieu pour le montrer à la jument. « Voici Mathieu », dit-elle d'une voix tremblante. « Grâce à toi, il est vivant. Grâce à toi, je peux encore être sa mère. » Bella s'approcha jusqu'à la barrière, tendant son museau vers le nourrisson. Mathieu, qui était assoupi, ouvrit soudain les yeux et fixa la jument. Puis, à la stupéfaction de tous, il tendit ses petites mains vers elle, émettant un gazouillis joyeux. « C'est incroyable », souffla Henri, ému. On dirait qu'il la reconnaît. Claire, les larmes ruisselant sur ses joues, franchit alors la barrière, malgré les protestations inquiètes des Lefebvre. S'approchant de Bella avec une révérence presque mystique, elle posa une main tremblante sur son encolure. « Merci », murmura-t-elle, front contre front avec l'animal. « Je n'aurai jamais assez de toute ma vie pour te remercier. » Bella resta parfaitement immobile, comme si elle comprenait la solennité du moment. Puis, doucement, elle poussa son museau contre Mathieu, le reniflant avec ce qui ressemblait étrangement à de l'affection. « La cérémonie d'hommage aura lieu samedi », annonça François après ce moment d'intense émotion. « Le maire veut remettre une médaille du mérite à Bella. C'est la première fois qu'un animal sera ainsi honoré dans notre commune. » Claire sourit à travers ses larmes. « Elle mérite tous les honneurs du monde. Et si vous êtes d'accord,
J'aimerais venir la voir régulièrement, avec Mathieu, pour qu'il n'oublie jamais son gardien doré. » Henri, habituellement si bourru, essuya furtivement une larme. « Notre porte vous sera toujours ouverte, ma petite dame. Bella fait désormais partie de votre famille, comme vous faites partie de la nôtre. » Ce soir-là, tandis que Claire berçait Mathieu dans le rocking chair qui avait appartenu à sa grand-mère, elle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, en paix avec elle-même. Le chemin vers la guérison complète serait long, mais elle n'était plus seule. Elle avait son fils, un village entier pour la soutenir, et le souvenir d'un miracle qui lui rappellerait toujours que même dans les moments les plus sombres, une lumière dorée pouvait apparaître pour guider son chemin. Le jour de la cérémonie d'hommage se leva sur Saint-Martin-sur-Loire dans une explosion de couleurs printanières. Depuis l'aube, les villageois s'affairaient à décorer la place centrale avec des guirlandes, des fleurs et des rubans aux teintes dorées rappelant la robe de la jument héroïque. Une estrade avait été dressée devant la mairie, ornée d'une grande banderole proclamant « Merci Bella, l'ange gardien de Mathieu ». Des journalistes venus de toute la France et même quelques correspondants étrangers s'étaient déplacés pour un événement qui avait capté l'imagination du public bien au-delà des frontières de la Bretagne. « Tu es prête ?» demanda Madame Moreau en ajustant la robe bleu ciel que Claire avait choisie pour l'occasion. Claire hocha la tête, berçant Mathieu vêtu d'une salopette neuve et d'un petit béret marin que le maire avait insisté pour lui offrir. Aussi prête qu'on peut le être quand on s'apprête à participer à une cérémonie en l'honneur d'un cheval qui a sauvé son enfant, répondit-elle avec un sourire nerveux. À 10 heures précises, un cortège inhabituel s'engagea sur la place du village. En tête marchait fièrement le maire, Marcel Dufresne, arborant son écharpe tricolore, suivi par Henri et François Lefebvre qui encadraient Bella. La jument, inhabituellement docile pour l'occasion, portait une couronne de fleurs sur sa crinière, soigneusement brossée, et un ruban doré autour de l'encolure. Derrière eux venaient Claire et Mathieu, accompagnés du docteur Laurent, puis les membres du conseil municipal et enfin tous les habitants du village qui avaient participé aux recherches. Les applaudissements éclatèrent spontanément, tandis que Bella montait sur l'estrade, guidée par François. La jument semblait presque comprendre la solennité du moment, se tenant parfaitement immobile face à la foule. « Mesdames et messieurs », commença le maire dans le microphone, sa voix portée par les haut-parleurs installés pour l'occasion. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un miracle qui nous rappelle que parfois, les actes les plus humains viennent des êtres que nous considérons comme moins que humains. » Il fit signe à Claire de s'approcher avec Mathieu. Cette histoire aurait pu se terminer en tragédie. Un bébé abandonné dans la forêt de Brocéliande par une mère souffrant de troubles graves que personne n'avait su détecter. 2 nuits d'angoisse, des recherches désespérées. Le maire marqua une pause, balayant la foule du regard. Mais le destin, ou peut-être quelque chose de plus mystérieux encore, a placé Bella sur le chemin de Mathieu. Cette jument a fait preuve d'une intelligence et d'une compassion qui défient notre compréhension. Elle a nourri un enfant affamé, l'a protégé du froid et des prédateurs, et a finalement guidé François jusqu'à lui. Claire s'avança, Mathieu gazouillant dans ses bras, visiblement ravi par l'agitation autour de lui. « Je n'aurais jamais pensé me tenir un jour devant vous dans ces circonstances, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « La maladie m'a fait commettre l'impensable. Mais grâce à Bella, grâce à vous tous qui n'avez jamais abandonné les recherches, mon fils est vivant. Cette jument a montré plus d'humanité que je n'ai pu le faire dans mon état altéré. Elle m'a donné une seconde chance d'être mère. » Les larmes coulaient librement sur les visages dans l'assistance. Même les journalistes les plus aguerris semblaient touchés par cette déclaration sincère. Le maire S éclaircit la gorge et dévoila une plaque commémorative qui serait installée à l'entrée du village.
En hommage à Bella, jument Palomino qui a sauvé le petit Mathieu Dumont lors du miracle de Brocéliande, avril 2023. Puis, dans un geste sans précédent, il accrocha une médaille spécialement conçue au ruban que portait Bella. Au nom de la commune de Saint-Martin-sur-Loire, je décerne à Bella la médaille d'honneur de la ville, avec le titre de gardienne de la forêt et protectrice des enfants. Les applaudissements retentirent à nouveau, plus fort encore. Bella, comme si elle comprenait qu'elle était à l'honneur, redressa fièrement la tête. François s'approcha du micro. Ma famille a décidé de créer une fondation, les Gardiens Dorés, qui sera dédiée à 2 causes, la protection des chevaux maltraités et le soutien aux mères souffrant de dépression postpartum. Car cette histoire nous a enseigné que ces 2 problématiques méritent notre attention. Claire le regarda avec gratitude, reconnaissante que de cette épreuve terrible puisse naître quelque chose de positif. La cérémonie se poursuivit par un grand banquet sur la place du village, où Bella fut la vedette incontestée, recevant caresses et friandises de tous les côtés. Claire, assise à la table d'honneur avec Mathieu, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'humilité. Le docteur Laurent vint s'asseoir à ses côtés. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il doucement. « Reconnaissante » répondit-elle simplement. « Et déterminée à guérir pour Mathieu. Le chemin sera long, » rappela le médecin, « mais vous n'êtes plus seul. Ce village entier est devenu votre famille. » Claire sourit, sentant la vérité profonde de ses paroles. 6 mois plus tard. L'automne parait la forêt de Brocéliande de teintes flamboyantes. Claire, emmitouflée dans un épais manteau de laine, poussait la poussette de Mathieu le long du sentier menant à la ferme des Lefebvre. Cette promenade était devenue un rituel hebdomadaire qu'elle ne manquait sous aucun prétexte. Mathieu, désormais âgé d'1 an, battait joyeusement des mains dès que la silhouette de la ferme se dessinait à l'horizon. Son premier mot n'avait pas été « maman », mais « baba », sa façon de dire Bella, ce qui avait fait rire Claire plutôt que de la vexer. Les séances de thérapie régulières l'aidaient à gérer sa culpabilité et ses angoisses. Le traitement médicamenteux fonctionnait bien et le soutien indéfectible des villageois lui permettait d'envisager l'avenir avec un optimisme prudent. Bella les attendait déjà à la barrière de l'enclos, comme si elle avait senti leur approche. Claire sortit Mathieu de sa poussette et le posa délicatement sur l'herbe. Le petit garçon se mit immédiatement à 4 pattes et se dirigea vers la jument avec des gazouillis excités. Et François, qui travaillait à l'étable, les rejoignit avec un sourire. « Je crois qu'elle attend ses visites toute la semaine », dit-il en observant Bella qui baissait délicatement sa tête vers Mathieu. « Nous aussi », répondit Claire, regardant son fils tendre ses petites mains vers le museau velouté de la jument. La fondation, les Gardiens Dorés, avait déjà permis de sauver plusieurs chevaux et d'ouvrir un groupe de soutien pour les mères en difficulté à Rennes. Claire y participait activement, partageant son expérience pour aider d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs de la dépression postpartum. L'histoire de Bella et Mathieu avait inspiré un livre pour enfants, un documentaire et même un projet de film. Mais pour les habitants de Saint-Martin-sur-Loire, c'était surtout devenu une légende locale, une de ces histoires qu'on se raconterait pendant des générations les soirs d'hiver autour du feu. « Il va bientôt marcher », dit François, en regardant Mathieu qui se hissait maladroitement en s'agrippant à la barrière. « Oui », sourit Claire, « le pédiatre dit qu'il se développe parfaitement, sans aucune séquelle de ce qui s'est passé. » Un miracle parmi tant d'autres dans cette extraordinaire aventure. Alors que le soleil commençait à décliner, Claire installa Mathieu pour la sieste dans un petit coin douillet que les Lefebvre avaient aménagé spécialement pour eux dans la grange. L'enfant s'endormit rapidement, épuisé par ses explorations. Claire rejoignit François qui brossait Bella. « Puis-je » demanda-t-elle, tendant la main vers la brosse.
Il la lui donna avec un sourire, et elle s'éloigna discrètement, les laissant seuls. « Tu sais, murmura Claire à la jument tout en passant la brosse sur son encolure, parfois, je me demande si tu n'es pas plus qu'un simple animal. Les légendes de Brocéliande parlent d'esprits de la forêt, de fées et de gardiens magiques. Peut-être es-tu l'un d'eux, déguisé en jument. » Bella tourna sa tête vers elle, ses grands yeux bruns semblant refléter une sagesse ancienne qui dépassait l'entendement humain. « Ou peut-être, continua Claire, es-tu simplement la preuve que l'amour et la compassion existent sous toutes leurs formes dans ce monde, même là où on s'y attend le moins. » La jument souffla doucement, comme pour approuver cette philosophie. Plus tard, sur le chemin du retour vers le village, Claire porta son regard vers la lisière de la forêt de Brocéliande qui s'assombrissait avec le crépuscule. Ces bois qui avaient failli lui prendre son enfant le lui avaient finalement rendu, grâce à l'intervention miraculeuse d'une jument au cœur d'or. « Baba !» gazouilla Mathieu depuis sa poussette, pointant vers la ferme qui s'éloignait derrière eux. « Oui, mon cœur !» répondit Claire avec un sourire empli d'amour et de gratitude. « Nous reviendrons voir Bella très bientôt. Elle sera toujours ton gardien doré. » Et tandis qu'ils rentrèrent vers leur maison, où chaleur et sécurité les attendaient, le vent qui soufflait doucement à travers les branches semblait murmurer, écho lointain d'un hennissement, comme une promesse de protection éternelle.